John, comme tu le sais en ce moment à l'ONU, ils discutent de ce qui s'est passé au Venezuela. Voici ce qu'a dit le représentant russe. Particulièrement consterné par le cynisme sans précédent avec lequel Washington n'a même pas tenté de dissimuler les véritables objectifs de son opération criminelle, à savoir l'instauration d'un contrôle absolu sur les ressources naturelles du Venezuela et l'affirmation de ses ambitions hégémoniques en Amérique latine. Oui, et il ajoute que Washington génère un nouvel élan pour le néocolonialisme et l'impérialisme. C'est ainsi que la Russie perçoit ce qui se passe. Attendez, puis-je juste vous corriger là-dessus? Voici ce que dit le ministère des Affaires étrangères et c'est lui qui prend l'initiative ici. M. Nemesia agit sur instruction du ministre des Affaires étrangères Lavrov. Le ministre Lavrov a reçu l'autorisation du Kremlin pour faire cette déclaration bien plus rapidement en ce qui concerne la vice-présidente Rodriguez que ne l'ont fait les Américains. Les Américains ont reconnu Rodriguez comme présidente de transition constitutionnellement du Venezuela et ils ont abandonné l'exigence d'élections immédiates et ainsi de suite. Nous avons déjà dit tout cela. Non, non, non. Ce qui se passe en Russie est inhabituel. C'est désormais le ministère des Affaires étrangères qui mène la danse. Le Kremlin reste silencieux. Le sommet du Kremlin, oui, c'est la période où mon bureau est fermé. Je devrais être en vacances, mais je ne le suis pas. La Russie est en pleine période de congé jusqu'à la mi-janvier. Oui, c'est la raison pour laquelle le président du pays ne dit rien sur ce conflit. Cependant, en termes politiques factionnels à Moscou, c'est le glas pour Kirill Dmitriev et la faction des oligarques qui souhaitent continuer à faire des affaires comme d'habitude avec les États-Unis. Les remarques de Nebenzia ne laissent aucun doute. On ne peut pas faire des affaires avec les États-Unis. Et quiconque le fait, que ce soit au Venezuela ou en Russie, sa soi-disant cinquième colonne, agit pour les États-Unis contre les intérêts de la Russie ou du Venezuela selon le cas. Le ministère des Affaires étrangères, en attaquant l'hégémon, attaque en réalité ceux qui, à l'intérieur de la Russie, cherchaient à parvenir à un règlement en Ukraine avantageux pour leurs intérêts économiques, en alliance avec les intérêts économiques américains. Il est donc très important de voir Nebenzia à l'écran, parlant au nom d'une faction puissante dont, disons, l'influence sur le président Poutine a été renforcée par les événements en cours. John, la réaction de Medvedev m'a vraiment étonné. Il a écrit un long texte, mais la dernière partie de son argumentation était que l'opération à Caracas constituait la meilleure preuve qu'un État doit renforcer au maximum ses forces armées, afin d'empêcher divers acteurs riches et arrogants de modifier à leur guise l'ordre constitutionnel à la recherche de pétrole ou d'autres choses. Et un renforcement maximal garantissant une protection fiable d'un pays ne signifie qu'une seule chose, un arsenal nucléaire. Il dit « Vive les armes nucléaires ». Combien de pays partageraient ce point de vue? Ou même la Russie, car la Russie est une puissance nucléaire, je dirais la plus puissante du monde. Mais quel message cela envoie-t-il à d'autres pays comme l'Iran? Peut-être l'Iran, je ne sais pas, avec les nouvelles tensions entre la Turquie et Israël. Les Ost were glass in the brace in there. Latin America, Brazil, other countries. Well, I guess you mean, and I agree with you. Eh bien, je suppose que tu veux dire, et je suis d'accord avec toi, que la protection fondamentale dont dispose un État contre ce type d'attaque à la Caracas, c'est la dissuasion par les armes nucléaires, n'est-ce pas? Donc appliquée à l'Iran, qui fait face à la possibilité d'une attaque nucléaire israélienne, une menace que les Israéliens n'hésitent pas à brandir, l'Iran doit développer une capacité nucléaire de riposte pour dissuader Israël. Si c'est ce que tu veux dire, je suis entièrement d'accord avec toi.
Maintenant, dans les Amériques, tu parles de pays puissants susceptibles d'acquérir une capacité nucléaire à l'avenir, comme le Brésil. En tire-t-il la conclusion que le seul moyen de dissuader et de se défendre contre les tentatives américaines, et il y en a eu de nombreuses, y compris l'installation de juntes militaires au pouvoir, est de développer cette capacité? Y a-t-il un moyen, en dehors des armes nucléaires, pour que le Brésil puisse se défendre? Y a-t-il un moyen pour qu'une combinaison de Cuba, du Nicaragua, du Mexique, du Brésil et de la Colombie puisse collectivement dissuader les attaques des États-Unis contre chacun d'eux? Les États-Unis ont désormais proposé d'attaquer chacun de ces pays. La Colombie, Cuba et le Mexique ont été les trois identifiés, en plus du Groenland, par le groupe de l'administration Trump. Trump, Lutnick, Stephen Miller et les autres ont pris l'avion de la Floride à Washington après leur week-end de repos. Existe-t-il une alternative à la dissuasion nucléaire? Et est-ce que quoi que ce soit d'autre fonctionne avec les États-Unis? C'est bien ce que dit Medvedev, non? Et cela doit être la conclusion pour tous ces pays, menacés comme ils le sont. Je ne pense pas pouvoir ajouter grand-chose à ce sujet. C'est un environnement très menaçant. Pour dissuader une attaque américaine, vraiment la dissuader, il faut un niveau de défense que le Venezuela n'a pas mis en place. Et il n'est toujours pas clair pourquoi il n'y a aucun signe de capacité de défense aérienne. Pourquoi cela ne semble-t-il pas s'être produit? Il est hors de question qu'un pays comme le Venezuela puisse développer une dissuasion nucléaire, mais il disposait de capacités aériennes et d'autres formes de défense qui semblent ne pas avoir été utilisées. John, nous savons qu'avant l'arrivée de Chavez au pouvoir au Venezuela, il y avait d'autres gouvernements qui étaient plutôt favorables aux États-Unis. Mais avec ce nouveau mouvement, penses-tu qu'ils vont obtenir quelque chose de différent? Ou bien sommes-nous simplement pris dans un cycle où l'histoire se répète sans cesse au Venezuela? Eh bien, je peux lire depuis mon document et partager cette déclaration particulièrement modérée de la vice-présidente, présidente par intérim Rodriguez, intitulée « Un message du Venezuela au monde et aux États-Unis ». Rodriguez déclare « Le Venezuela réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la coexistence pacifique. Notre pays aspire à vivre sans menace extérieure. Nous privilégions la progression vers des relations internationales équilibrées et respectueuses entre les États-Unis et le Venezuela, fondées sur l'égalité souveraine et la non-ingérence. » C'est la vice-présidente qui parle après que son président a été enlevé par les États-Unis, au moins 80 Vénézuéliens tués, 32 membres de la garde présidentielle tués. Voici ce que déclare Rodriguez. Nous invitons le gouvernement des États-Unis à collaborer avec nous sur un programme de coopération orienté vers un développement partagé dans le cadre du droit international afin de renforcer une coexistence communautaire durable. Président Donald Trump, nos peuples et notre région méritent la paix et le dialogue, pas la guerre. Tel a toujours été le message du président Nicolás Maduro. C'est remarquablement modéré. C'est une offre faite à Trump, une proposition de coopération. C'est aussi l'affirmation que Maduro faisait la même offre. Et tout ce que j'ai pu lire dans la presse américaine indique que Maduro a effectivement formulé ces propositions. Il a même offert des concessions pétrolières aux États-Unis. On lui a tout proposé sur une base de non-attaque, de non-agression, s'il démissionnait. Et cela, apparemment, selon la version américaine, et je n'ai aucune raison de croire ou de ne pas croire ce que j'ai lu, ce que Rodriguez propose ici, Maduro l'avait déjà proposé.
Donc Trump a décidé de retirer Maduro et d'accepter Rodriguez. Et Rodriguez, elle, et c'est une question que je pose, Rodriguez propose-t-elle le même accord que Trump avait rejeté avec Maduro? Et cet accord signifie-t-il que Rodriguez est prête à abandonner les concessions pétrolières russes et chinoises pour les donner aux États-Unis? C'est ce que laissent entendre les déclarations de Marco Rubio et du secrétaire d'État. Marco Rubio, Secretary of State, imply that the implication of their tough talk is Mais l'implication de leur discours musclé, c'est que nous n'aurons pas de pays adversaires investissant dans notre arrière-cour. Nous ne tolérerons pas les concessions chinoises et russes au Venezuela. Nous allons les reprendre. Or, il n'y a ici aucune assurance claire de la part de Rodriguez qu'elle s'y oppose. Si l'on prend ce que Rodriguez dit ici que je viens de lire, et ce que j'ai lu comme l'expression de solidarité du ministre des Affaires étrangères Lavrov avec Rodriguez pour renforcer leur coopération et leur partenariat stratégique, il semblerait que Rodriguez soit prête à faire ce que Trump veut faire et à rejeter ce que la Russie détient déjà comme concession, et la Chine aussi. Il m'est donc très difficile de voir clair, et je dis simplement que je ne suis pas informé. Je ne suis pas un expert de la politique vénézuélienne. Mais en comprenant le sens des mots, je dirais que nous voyons ici la possibilité que Rodriguez cède à Trump. Selon la version de Trump, elle fera ce qu'on lui dit. Nous ferons appliquer cela. Eh bien, elle semble suggérer qu'elle le fera. D'un autre côté, retirer les concessions et opérations pétrolières russes et chinoises au Venezuela pour les remplacer par des concessions américaines nécessitera un certain nombre de soldats sur le terrain pour protéger les Américains au Venezuela, un chiffre qui n'a pas encore été calculé. Existe-t-il une voie pacifique pour un développement partagé d'un pays qui en a manqué, qui n'a pas su se développer comme il aurait pu le faire? Ce sont là toutes les questions. Je ne peux pas encore leur répondre, mais nous pouvons constater la compétition internationale, ou plutôt le conflit international, la guerre que Trump continue de mener contre la Chine, la Russie et l'Inde en particulier, ainsi que le Brésil, et ainsi de suite. Nous voyons les États-Unis tenter de montrer au Venezuela que leur guerre contre le reste du monde peut être dictée par un déséquilibre de force, par le choc et l'effroi. Eh bien, je dis que ce n'est pas une démonstration de choc et d'effroi réussi. C'est plutôt un choc et effroi mon œil. Il est douteux que les États-Unis puissent réussir, mais il est tout aussi douteux qu'ils en soient certains. Pourquoi dis-je douteux? Il est certain qu'ils n'ont été dissuadés par rien de ce que la Chine a dit ou fait, ni par rien de ce que la Russie a dit ou fait. Et la question devient alors, puisque ce que voulait ou comptait faire, Muarayo Adarchis dans le Caraïbes est évident. Puisqu'il est désormais évident, rétrospectivement, comme l'expliquent les experts militaires russes dans la presse russe, comment l'opération a été menée au niveau cyber, au niveau du réseau électrique, grâce à la combinaison et à la coordination des forces aériennes, terrestres et internes, à la subversion interne, aux opérations de la CIA, l'expertise russe sur la manière de procéder est assez claire. Ils ont dû mener un type de guerre similaire en Ukraine, n'est-ce pas? Mais puisque c'est clair rétrospectivement, cela devait l'être aussi par anticipation. La question que mes sources russes posent donc est la suivante. Pourquoi la Russie n'était-elle pas mieux préparée? Pourquoi la Chine n'était-elle pas mieux préparée? Pourquoi n'ont-elles pas fait davantage pour dissuader cela? Il n'y a pas de réponse à cette question, seulement beaucoup de théories du complot. Et notre podcast, ton podcast, Nima, ne s'adonne pas aux théories du complot. Nous ne nous livrons pas non plus à des démonstrations d'orgueil en proclamant qui gagne alors que ce n'est pas le cas. John, voici les points. Il y a quelques instants, le représentant chinois à l'ONU a exprimé la position de la Chine
et sa réaction à ce qui s'est passé au Venezuela. Les principaux points sont les suivants. Les États-Unis ont violé la souveraineté du Venezuela et la Charte des Nations Unies. Maduro doit être libéré immédiatement. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit agir pour rétablir la paix et la légalité. L'Amérique latine n'est pas une colonie des États-Unis. C'est une zone de paix. Aucun pays ne peut se comporter comme le policier du monde, ni prétendre être le juge international. Et Pékin avertit que les États-Unis répètent les mêmes crimes qu'en Irak, en Libye et en Iran, en envahissant des États souverains, en alimentant l'instabilité et en dévastant les populations civiles. Invading sovereign states, fueling instability and devastating civilians. I think they have just said it. They made their point. Je pense qu'ils viennent de le dire. Ils ont souligné ce point dans leur discours à l'ONU. Et je ne vois pas, John, aucun de ces pays du Sud global, en particulier la Chine et la Russie, reculer face à ce que les États-Unis essayent de faire, en manipulant non seulement l'Amérique latine. Je dirais que beaucoup de gens affirment que les États-Unis tentent de réaffirmer leur influence dans l'hémisphère occidental. Mais on peut voir ce qu'ils font en Ukraine, avec les nouvelles attaques, ainsi que ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie occidentale, avec l'attaque contre l'Iran. Et le président vénézuélien parlait de paix avant d'être capturé par le président américain. Eh bien, la seule chose que l'on puisse dire que la Chine a obtenue, c'est un petit détail concernant le calendrier de l'opération américaine. Souvenez-vous, la dernière délégation internationale à avoir rencontré Maduro, le vendredi précédant le samedi de l'attaque, était la délégation chinoise dirigée par Chi Cao-chi, le haut responsable chinois chargé de l'Amérique latine. Ce que nous savons, c'est que les États-Unis ont retardé leur opération. Le général Kane, lors de son exposé, a indiqué qu'elle avait été repoussée de plusieurs jours pour ce qu'il a décrit comme une amélioration des conditions météorologiques, c'est-à-dire la dissipation de la couverture nuageuse au-dessus de Caracas. Eh bien, il n'y a pas eu que les nuages qui se sont dissipés. La délégation chinoise a également dû quitter la ville avant l'attaque américaine. Les États-Unis, l'administration Trump, ne voulait manifestement pas qu'il y ait de victimes chinoises pendant l'opération. Et ils ont attendu que les Chinois quittent la ville avant d'attaquer. Cela rappelle que l'administration Clinton n'avait pas été aussi prudente en mai 1989 pendant la guerre contre la Serbie et l'attaque de Belgrade, lorsque des missiles américains ont frappé l'ambassade de Chine et tué plusieurs personnes. C'était clairement une tentative de Kane de gagner du temps, et bien sûr de Trump, pour éviter de frapper la Chine de manière trop visible. Maintenant, la question est de savoir si cette déclaration d'indignation des Chinois au Conseil de sécurité de l'ONU a une quelconque signification. Le Conseil de sécurité est une tribune où les gens se pavanent et se frappent la poitrine. Ce n'est pas un indicateur significatif de ce que la Chine est prête à faire pour accorder ses actes à ses paroles. C'est tout aussi vrai, et je le sais depuis l'avoir répété, que les déclarations du président Xi et du ministre des Affaires étrangères Wang Yi sont loin de constituer un moyen de dissuasion tangible. La Chine est-elle désormais prête à imposer des sanctions aux États-Unis pour faire respecter ses exigences? Si elle exige la libération de Maduro, la Chine est-elle prête à sanctionner les États-Unis en retenant ses biens stratégiques, ses métaux rares et d'autres produits en négociation depuis 2008? Le président Trump avait conclu un accord apparent avec le président Xi en Corée du Sud. La Chine est-elle prête à sacrifier sa demande concernant Maduro au profit de ses négociations commerciales et économiques nationales avec la Russie? Ou est-elle prête à imposer sa volonté de la seule manière efficace qu'elle ait démontrée? La Chine n'a encore prouvé sa capacité à se battre militairement.
Elle a démontré sa capacité à exercer une influence économique. Si elle pense vraiment ce qu'elle a déclaré à l'ONU il y a quelques minutes, elle doit prouver qu'elle est capable de faire payer un prix aux États-Unis, un prix que les États-Unis ne veulent pas payer. Cela signifierait sacrifier les intérêts de la Chine dans la conclusion d'un accord commercial à long terme. C'est tellement évident. Les journalistes présents dans l'avion avec le président Trump lui ont posé la question et il a répondu « Je vais rencontrer le président Xi à Pékin en avril. Il l'a confirmé, dans quelques semaines, il partira pour la Chine. » La Chine va-t-elle accepter Trump? Trump vient de le dire « Je viens en avril ». Entendons-nous de la part des Chinois que la visite d'avril est annulée tant que le président Maduro n'est pas libéré? Si les Chinois ne le disent pas, alors leur exigence de libération du président Maduro n'a rien de sérieux, n'est-ce pas? En réalité, il y a beaucoup à faire du côté de la Chine et peut-être de la Russie. Mais, à mon avis, c'est une grande question de savoir s'ils veulent aller aussi loin pour répondre aux États-Unis. Ils ne montrent pas leur volonté d'aller aussi loin. Tu as tout à fait raison, Nima. Ils ne le font pas. Et toi, tu es en Iran. Tu es en position de nous informer sur la mesure dans laquelle les responsables iraniens, qui font face à une menace du régime à l'intérieur et à des menaces extérieures, allant jusqu'à une attaque nucléaire d'Israël et des États-Unis, comprennent la différence entre les discours et la puissance militaire et économique. Je veux dire, c'est une évidence, mais c'est un défi majeur pour le concept du Sud global. C'est un défi majeur pour le concept de multipolarité. C'est un défi majeur pour la neutralité dans les relations internationales. Ce sont tous des défis. Et s'ils ne sont pas relevés avec force, le résultat est la faiblesse. Et cette faiblesse renforce la confiance des États-Unis dans l'efficacité de leur puissance. Donc je propose l'équation suivante. S plus S égale SS, souveraineté plus autosuffisance égale succès stratégique. Mais si vous concédez un élément de souveraineté, ou si vous concédez l'autosuffisance, eh bien vous obtenez une défaite stratégique. Vous êtes vaincu. S moins S égale DS, défaite stratégique. Et la Chine fait face à une défaite stratégique. Elle fait face à une défaite stratégique, à moins qu'elle ne mette en jeu sa souveraineté et son autosuffisance face à la demande qu'elle vient de formuler. Elle veut la libération de Maduro. Vraiment? Qu'est-elle prête à faire pour cela? De même, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a dit quelque chose d'un peu différent au vice-président, quelque chose de moindre que la libération de Maduro. Mais la préservation de la souveraineté du régime, de la révolution bolivarienne, du gouvernement que Maduro a laissé derrière lui. C'est un peu différent. Il est important que nous voyions la différence entre les positions russes et chinoises ici.